Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Merci pour votre fidélité. Dimanche en politique reçoit cette semaine un jeune élu finistérien pressé, à peine battu aux dernières élections législatives à Morlaix. Il a choisi de briguer la présidence de son parti, le mouvement Les Républicains. A-t-il les épaules assez larges ? En tout cas, il semble se sentir un peu à l'étroit dans son actuel costume de chef de file de l'opposition au conseil départemental du Finistère. Maël de Calan va nous rejoindre dans quelques instants. Avant cela, justement, que pensent de lui ses pairs ? Trois de ses collègues voisins au sein de l'hémicycle ont bien voulu nous répondre. C'est un collègue assez intelligent, talentueux, avec beaucoup... je pense, de capacité. Maël de Calan est quelqu'un d'extrêmement dynamique, de volontaire, fidèle à ses convictions. C'est essentiellement ses grandes qualités. Une véritable question sur son positionnement politique. Qui est-il ? Un marcheur ou alors le représentant Les Républicains du Finistère ? Il dit qu'il est de droite, du LR. Et en même temps, il soutient le gouvernement. On l'a vu tout à l'heure sur sa position. Il était assez clair quand même sur le logement. Il était plus tendance gouvernementale que tendance républicaine. Peut-être devra-t-il faire un choix entre un avenir national, un moment, ou un ancrage plus local. On le sait tous, son avenir n'est pas dans le Finistère. Il va tenter ailleurs. C'était peut-être une première étape d'arriver dans le département et on le voit bien aujourd'hui. Bonjour Maël de Calan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc un des trois candidats qui briguent la présidence du mouvement Les Républicains. Vous êtes dans la lutte finale avec deux autres candidats, Laurent Wauquiez et Florence Portelli. Vous avez commencé un marathon à travers la France. Comment allez-vous ? Bien, moi j'aime bien faire campagne. Et il faut manger des sucres lents, il faut bien dormir la nuit. Il faut surtout être au clair sur les idées qu'on défend. Et quand c'est le cas, vous menez une campagne qui est une campagne heureuse. Mais ça sert encore à quelque chose de faire le tour des fédérations comme ça et peut-être essayer de convaincre des militants qui sont déjà peut-être souvent convaincus. Non, mais tout est important. Il est important de parler aux médias, parce que c'est au travers des médias qu'on réussit à parler au plus grand nombre de nos électeurs. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui se développe de plus en plus. Et il faut aller rencontrer les militants sur le terrain, comme je le ferai lundi prochain à Vannes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que contrairement aux médias, aux réseaux sociaux qui sont des monologues, une rencontre avec 100, 200 ou 250 adhérents, c'est un véritable dialogue. Vous faites engueuler parfois. Vous dites aussi ce que vous voulez porter à la fois comme stratégie, comme idée pour le parti. C'est peut-être moins utile, mais c'est certainement beaucoup plus intéressant. Alors, vous l'avez déjà annoncé dans pas mal d'interviews, vous êtes à peu près sûr de ne pas gagner. Alors, j'ai compris pourquoi votre personnage historique préféré, c'était Winston Churchill. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Il a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». C'est pour vous, ça, non ? C'est une des phrases que j'ai citées au conseil départemental quand un de mes collègues me faisait remarquer que je m'étais planté aux législatives, comme si je ne m'en étais pas rendu compte. Ce que je crois, c'est que si vous voulez, en politique, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Moi, je sais que je suis dans ce congrès, pas le candidat qui est ni le plus connu ni le plus soutenu, c'est Laurent Wauquiez, c'est donc lui qui a la plus grande chance d'être le prochain président des Républicains. Et pourtant, les idées que je porte, qui n'ont jamais changé, qui sont celles d'une droite modérée, d'une droite ouverte, c'était même mon slogan aux élections législatives, ces idées, elles ne pouvaient pas être absentes de ce congrès des Républicains. Elles étaient majoritaires lors de notre fondation en 2002 par Jacques Chirac et Alain Juppé. Elles auraient pu être défendues par d'autres, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, qui ont renoncé à y aller. Et c'est là où, avec quelques amis, je me suis décidé, moi, à me lancer dans la bataille. Justement, cette affiche électorale a un peu brouillé votre image dans votre propre camp, et notamment au niveau local et régional. Ce fameux slogan, on ne savait pas trop où vous étiez. On a l'impression que là, vous faites un peu un rétropédalage et que vous revenez un peu aux origines dans votre camp, non ? Cette affiche, elle a été parfaitement comprise par les électeurs de la droite et du centre du pays de Morlaix, qui m'ont donné un des meilleurs scores de Bretagne. Mais vous avez été battu. J'ai été battu, mais avec 48% des voix, ce qui, dans le contexte actuel de vague nationale, était une défaite que je ne cherche pas du tout à minimiser, mais qui souligne que ce positionnement, il a été compris. C'est quoi ce positionnement ? C'est celui d'un élu qui sait où il habite. Moi, j'ai été le candidat de la droite et du centre et je n'ai pas été le candidat En Marche.
mais un élu qui sait, une fois où il habite, qui sait dire aussi que sa droite, celle que je veux incarner, c'est pas une droite fermée qui veut s'opposer de toute force au gouvernement, c'est une droite ouverte qui veut pousser Macron à aller au bout de la réforme. Alors justement, je vous propose de rejoindre l'écran de Dimanche en politique. On va parler de cette campagne qui a donc commencé. Vous avez réuni à peu près 3000 parrainages, c'est ça? Un peu plus, oui. Un peu plus, et le soutien de 23 parlementaires. On est loin des 20 000 parrainages de Laurent Wauquiez, qui est lui soutenu par 135 parlementaires. Mais bon, vous êtes un challenger, comme on dit. On est les petits poussets, David contre Goliath, mais vous savez, dans la Bible, ça se finit assez mal pour Goliath. Alors regardez cette image, on voit les trois candidats actuels, Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Manuel Caron. On a mis en dessous vos pères de filiation un peu. Nicolas Sarkozy pour Laurent Wauquiez, François Fillon pour Florence Portelli, Alain Juppé pour vous. En fait, là, vous faites quoi? Vous faites le remake de la primaire, là, non? Mais ça, évidemment, ce sont des gens qui ont compté dans notre parcours politique. Et Alain Juppé, vous le savez, a beaucoup compté dans le mien. Et en même temps, je crois que le clivage dans cette élection interne, elle ne correspond plus au clivage de la primaire. Il y a dans les jeunes élus qui m'entourent des gens qui ont soutenu François Fillon, certains Nicolas Sarkozy. La plupart des anciens conseillers de Nicolas Sarkozy à l'Élysée font partie de mon équipe de campagne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 candidats, mais au fond que 2 lignes. Il y a une ligne très clivante, très contestataire, de plus en plus dure et conservatrice, qui est incarnée par Laurent Wauquiez, qui verse parfois cette ligne dans une forme de démagogie. Et une autre ligne qui est plus fidèle aux valeurs fondatrices de l'UMP et des Républicains, qui est celle d'une droite ouverte, d'une droite modérée, d'une droite qui est clairement de droite, mais qui se refuse à être excessive sur tous les sujets. Alors justement, vous n'avez pas oublié votre filiation avec Alain Juppé. Je vous propose d'écouter une ancienne compagnon de route, une maire de Bordeaux. Elle s'appelle Amélie de Montchalin. Elle est aujourd'hui députée de La République En Marche. Voici ce qu'elle a dit il y a quelques jours. Il y a un corpus idéologique qui est assez commun sur 3 dimensions. Profondément réformiste, profondément européen et profondément humaniste. Si vous regardez ce que disait Alain Juppé sur l'école, je crois qu'on s'y retrouve vraiment aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas fait comme Amélie de Montchalin? Pourquoi vous n'avez pas fait comme Édouard Philippe? Vous n'avez pas sauté le pas et rejoint le camp des macronistes? Il est vrai, comme le dit Amélie, que je connais bien, qu'on a des valeurs en commun entre le centre-gauche social-libéral, si vous voulez, et la droite juppéiste. Mais ce qui faisait le propre d'Alain Juppé, c'était une conception du sérieux en politique. Et Alain Juppé, c'est quelqu'un qui a toujours aimé regarder les petites lignes. Et quand on analyse des petites lignes, celles qui font passer du discours politique à l'action publique, eh bien moi j'ai plus de points de désaccord que de d'accord avec Emmanuel Macron. C'est ce que je disais d'ailleurs pendant ma campagne législative. Je l'ai dit ici même sur ce plateau. Moi je suis contre la hausse de la CSG qui va ponctionner du pouvoir d'achat aux retraités. Je suis contre la suppression de la taxe d'habitation qui va creuser le déficit. Je suis contre la remise en cause des allocations familiales. Ce que je veux dire par là, pour finir d'un mot, c'est qu'il y a un discours général européen réformiste qui est porté par Macron, dans lequel je peux me reconnaître à certains égards, dans lequel la droite bretonne se reconnaît, et en même temps... Mais les militants ne regardent pas les détails. Regardez ce qu'a dit aussi Jean-François Copé dans le journal du dimanche. Macron est en train de devenir le président de droite que les gens voulaient. Oui, mais... Aujourd'hui, 46% des sympathisants LR ont une opinion favorable du gouvernement. Oui, et moi, à certains égards, j'ai une opinion favorable du gouvernement. Et je veux incarner cette droite qui sait où elle habite, qui n'a pas envie de se dissoudre ni dans l'extrême droite, ni dans le centre-gauche, qui veut rester ce qu'elle est. Et ce qu'elle est doit la conduire à accompagner certaines des réformes du gouvernement. En matière de réforme du marché du travail, en matière de baisse de la dépense publique. Il y a des réformes qui vont dans le bon sens. Et moi, je suis partisan d'une opposition, mais qui sait accompagner, qui sait pousser Macron à aller au bout de la réforme. Et d'autres veulent une opposition plus radicale et notamment essayent de reprendre le pari de Nicolas Sarkozy de, on va dire, siphonner une partie de l'électorat du Front National. Justement, le Front National, lui, est en pleine mue. La sortie de l'euro n'est plus une obsession. Et on commence à parler du côté de chez Marine Le Pen des alliances. On va écouter justement le chef de file frontiste au Conseil régional de Bretagne, Gilles Pénel, qui lui se projette un peu dans l'avenir et évoque certaines solutions. On l'écoute. Oui, parce que dans 2 ans, il y a les élections municipales, puis les élections départementales. Et donc, il va falloir aussi peut-être travailler localement, ici en Bretagne, sur des plateformes communes pour renverser les socialistes ou ce qu'il en reste. Et cette plateforme commune serait basée sur quoi? Sur quelles idées? Sur les idées. Les grandes idées, pour nous, c'est bien évidemment un attachement à un certain patriotisme, aussi à la lutte contre la fracture territoriale qui touche la Bretagne, ça me soucie beaucoup, à l'attachement au monde agricole, à nos petites communes aujourd'hui menacées. Il y a des choses là que nous avons en commun avec bien des élus locaux des Républicains, par exemple. Alors, des élus locaux vont faire leur compte aussi pour les prochaines municipales. L'électorat modéré est en partie chez Macron. Il va peut-être falloir
faire un autre calcul? Non, vous savez que la lutte contre le Front National et sa démagogie est un élément central de mon engagement politique. Je pourrais vous dire, si vous voulez, des tas de raisons idéologiques qui feront qu'il n'y aura jamais d'accord entre les Républicains et le Front National. Sur l'Europe, sur la... Oui, mais il y a une petite musique chez les Républicains, sur la réforme économique, qui plaît, qui pourrait... une petite musique, moi, à laquelle je m'oppose, mais ce que je veux dire, je pourrais vous donner des tas d'arguments intellectuels, idéologiques et politiques pour dire que ce n'est pas possible et que ça n'arrivera jamais. Mais je voudrais surtout vous dire que la culture politique du Front National et de M. Penel, c'est une culture de populistes, c'est une culture de démagogues qui disent à chacun exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous voyez, il y a un exemple que je lui ai sorti il y a quelques années quand on débattait ensemble sur les prix agricoles, où le Front National réussit à dire aux consommateurs que les prix agricoles vont baisser, comme ça ils auront plus de pouvoir d'achat, le prix du lait va baisser, le prix du beurre va baisser, le prix des légumes va baisser, et il dit aux agriculteurs exactement l'inverse. Et donc, vous faites confiance à Laurent Wauquiez quand il dit qu'il ne fera aucune alliance avec le Front National? Moi je ne lui fais pas de procès d'intention sur ce sujet, mais en revanche il y a autour de lui des gens qui sont beaucoup plus ambigus sur ce point, dont j'ai d'ailleurs demandé l'exclusion, et plus fort sera mon score, plus élevé sera mon score, plus on aura l'assurance qu'il y aura au sein des Républicains des gens qui feront obstacle de toute force à ce type de rapprochement. Alors justement, quel genre de président serez-vous si jamais vous êtes élu? On ne sait jamais. On voit le nombre de militants actuellement. Le nombre de militants a beaucoup baissé. Hein. On est loin des 500 000 que souhaitait Nicolas Sarkozy. On est à peu près à 235 000 adhérents, beaucoup moins que France Insoumise et La République En Marche. C'est un objectif pour vous de faire revenir ou vous dites finalement un parti, ça doit changer, ça doit être plus forcément un parti de militants? Ouais, enfin, il y a d'autant plus d'adhérents à La République En Marche qu'il suffit de faire un clic sur leur site pour devenir un adhérent. Donc, mais c'est une nouvelle forme de politique. Ce sont des faux adhérents. Non, je vais vous dire une chose, c'est que je crois qu'on a besoin de partis politiques forts. Ça, c'est une première étape du raisonnement. Il y a beaucoup de gens qui en doutent. Et ce que je leur dis, c'est qu'entre les 48 millions d'électeurs et tous les choix très nombreux, très complexes auxquels les politiques doivent faire face, il faut qu'il y ait des partis pour amener ça à des alternatives simples. 3, 4, 5 alternatives. Et quand il n'y a plus de parti politique fort, on fait son choix sur la base d'une bonne tête, sur la base d'une bonne parole. Et en réalité, ce n'est plus un choix politique. Donc on a besoin de partis politiques forts. Et un parti politique fort, c'est un parti qui réussit à attirer à lui de nombreux adhérents. Donc moi, évidemment, j'ai envie de faire croître ce nombre. Et je crois qu'on ne parviendra pas si on ne transforme pas très radicalement notre image politique, nos pratiques politiques. Donc fini les exclusions, par exemple ? Je crois que si les Républicains continuent à incarner l'absence d'éthique, un parti qui a investi en mai dernier Patrick Balkany avant de le dégager sous la pression des médias. Donc il faut considérablement renforcer notre devoir éthique et moral. Si les Républicains continuent à incarner le sectarisme, avec des gens qui demandent des exclusions tous les 2 jours, si les Républicains continuent à incarner la mauvaise foi, nous n'attirerons pas à nous les millions d'électeurs qui pourtant votent pour la droite et le centre. Donc je pense que le renouveau des pratiques politiques et de l'image est essentiel pour élargir notre base d'adhérents. Un mot sur le style de présidence que vous incarnerez. Je vous cite Laurent Wauquiez. Je prône la politique des grandes chevauchées, celle des caractères affirmés du verbe haut, celle des charges qui se mènent au sabre clair, pas celle des âmes mortes et soumises. Est-ce que vous avez l'âme d'un chef aussi, l'âme d'un Bonaparte? Oui, moi je suis, je me reconnais pas du tout dans cette parole parce que je crois que la raison pour laquelle la droite a échoué au pouvoir quand elle l'a été longtemps, notamment entre 2002 et 2012. Je pense que si on a échoué au pouvoir, c'est pas par manque de courage, c'est parce qu'on n'était pas prêt. C'est parce qu'on est arrivé au pouvoir avec des grands slogans qui faisaient très beau sur les papiers qu'on distribuait et dans les meetings qu'on animait, mais qu'en réalité, on ne savait pas transformer en politique publique. Je vous donne un exemple. Rapidement. Un exemple. La droite arrive au pouvoir en disant on va baisser l'immigration. Elle ne sait pas comment faire, et donc elle en arrive à cette idée complètement ubuesque de limiter les arrivées d'étudiants étrangers. Voilà ce que c'est une droite de slogan, et moi je veux la remplacer par une droite qui est plus sérieuse, qui parle peut-être un peu moins, qui fait moins de chevauchées fantastiques, mais qui se prépare avec exigence à exercer le pouvoir. Alors justement, représentant d'une droite pro-européenne, humaniste et libérale, on va la tester au révélateur de l'actu. On va commencer avec l'Europe, justement. Le 23 octobre dernier, les députés de la majorité ont validé un effort financier supplémentaire pour l'Union européenne. David Cabas, le secrétaire départemental de Debout la France dans le Morbihan, vous pose cette question. Regardez, la contribution de la France pour l'Union européenne augmentera de 1,5 milliard d'euros en 2018. Est-ce normal alors que tant d'efforts sont demandés aux Français? Rapidement, une réponse. Oui, je pense que c'est normal. On a besoin d'une Europe forte dans le monde de plus en plus chaotique dans lequel on vit, chaotique sur le plan diplomatique et militaire, chaotique sur le plan économique et monétaire. Donc dans ce monde de plus en plus dangereux, on a besoin d'une Europe forte et unie pour défendre nos intérêts. Autre sujet d'actu, quel sort réservé aux migrants? Je ne sais pas si vous savez, à Rennes, il y a un gymnase qui est occupé depuis septembre. Il y a 170 personnes, la plupart sont demandeurs d'asile, faute de place dans les centres d'accueil qui sont aujourd'hui
saturé. L'association Un toit, c'est un droit a décidé de se désengager et de laisser l'État face à ses responsabilités. Regardez la question de Carole Bohan, justement, l'une des représentantes de cette association. On va voir sa question apparaître. Que préconisez-vous pour un accueil digne des réfugiés afin d'éviter que se reforment squat ou occupation illégale? C'est très simple. Tous nos outils d'accueil sont saturés parce que l'État ne sait pas distinguer entre les demandeurs d'asile qui sont fondés à demander l'asile, c'est-à-dire qui viennent défendre leur liberté ou même leur vie, et ceux qui n'ont pas le droit, enfin qui ne devraient pas ou qui seront déboutés du droit d'asile. Chaque année, un chiffre, il y a quelque chose comme 80 000 demandeurs d'asile, il n'y en a que 25 000 qui sont accordés, ce qui veut dire qu'il y en a 55 000 environ qui sont déboutés. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de pays sûrs, ils viennent de pays dans lesquels leur liberté ou leur vie n'est pas menacée, ils viennent pour des raisons économiques. Et si, comme on le préconise, on inscrivait dans la loi la liste des pays sûrs pour immédiatement dire aux demandeurs non, vous n'avez pas à demander l'asile, eh bien on libérerait des places. Je finis juste d'un mot pour vous dire que la France est l'un des pays les plus généreux en matière de droit d'asile. Quand vous demandez l'asile, vous avez le droit à une allocation, à un toit, à l'éducation. C'est la France. Et pour que cette générosité puisse être préservée, il faut que la France soit inflexible avec ceux qui n'ont pas à se bénéficier de ce droit d'asile. Autre actu de la semaine, la réforme de l'université, la fin du tirage au sort entériné par le gouvernement Édouard Philippe, n'est pas allé jusqu'au bout, n'a pas, on va dire, validé la sélection. Vous y êtes pour à l'entrée des universités? Moi, je suis favorable à la sélection parce qu'il y a 60% des étudiants qui rentrent en licence et qui ne valident pas leur licence. Il y a une sélection par l'échec qui est la plus grande des injustices. Là aussi, on en vient aux petites lignes. Ce que propose le gouvernement, c'est de laisser à chaque université le soin de déterminer les prérequis. Ça me va bien, et ça va bien à la droite modérée que je porte. Mais c'est l'étudiant qui a le dernier mot. Non, c'est bien sûr la faculté qui a le dernier mot, mais encore une fois, ça dépend parce que le décret justement n'est pas encore sorti, mais si jamais il y a une vraie possibilité pour les universités d'instaurer ce type de sélection, moi je trouve que c'est une réforme qui va dans le bon sens. Vous dites l'étudiant a le dernier mot parce que l'étudiant aura la possibilité, s'il le souhaite, de rentrer dans une formation qui lui permettra ensuite d'accéder à la licence de son choix. Dernière image, l'année prochaine, Emmanuel Macron souhaiterait célébrer le cinquantenaire de mai 68. Bonne ou mauvaise idée? Très mauvaise idée, parce qu'on n'a pas les mêmes héros de 68. Moi, mes héros de 68, ce sont ceux qui, le 30 mai, ont défilé avec Malraux, avec Schuman, pour défendre avec le général de Gaulle la liberté et l'ordre, et pas les étudiants qui réinventaient le monde dans l'amphithéâtre de l'Odéon. Allez, nous allons entamer l'avant-dernière partie de cette émission. C'est le moment du débat, le moment de la séquence Face aux Bretons, et on va rejoindre la table centrale de l'émission. Voilà. Et nous allons parler de cette polémique qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui a une nouvelle fois remis sur la table le dossier de la loi 1905 sur les signes religieux. Et cette fois-ci, tout est parti de Ploërmel dans le Morbihan. Ploërmel, où est installée depuis 11 ans une statue de Jean-Paul II, mais surmontée d'une croix. Et justement, cette croix devra être retirée d'ici 6 mois. Décision du Conseil d'État qui a donné raison à l'association La Libre Pensée. Son président nous rejoindra dans quelques instants. Avant cela, un petit résumé de l'affaire. Regardez. 11 ans que son histoire n'est pas de tout repos à Ploërmel. Mais cette fois, la polémique autour du monument de Jean-Paul II est montée d'un cran, dépassant les frontières de la commune pour retentir jusqu'en Pologne. Imaginez qu'une équipe de la télé publique polonaise est arrivée à Ploërmel après la vive réaction de la première ministre polonaise au retrait de la croix dans les 6 mois, ordonné par le Conseil d'État. Une première ministre qui parle de censure, souhaite voir transférer dans son pays le monument de son illustre compatriote, quasi une affaire d'État. Pour nous, c'est une décision très importante parce que le pape Jean-Paul II, il était polonais. En Pologne, il y a un attachement très particulier pour sa personnalité. Et puis, on trouve que cette sculpture allait très bien en un seul morceau. Un avis partagé par bien des fidèles de Ploërmel. Retirer la croix suscite de l'incompréhension, voire de l'agacement. C'est idéologique, bêtement idéologique. C'est la laïcité par le petit trou de la serrure. Ça me choque pas plus que ça. Voilà, c'est la loi et on veut la faire respecter quand il s'agit d'islamisme ou de choses comme ça. Donc c'est normal aussi de la respecter en tant que catholique. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne va pas s'arrêter là. L'ancien maire de la commune, à l'origine de l'installation de l'œuvre, envisage de manifester, voire de porter le dossier devant la justice européenne. Est-ce que la laïcité, est-ce que l'équilibre de la France est mis en péril par cette croix sur cette statue, sur quoi amène des milliers de visiteurs? La croix est toujours fleurie. Enfin, arrêtons. Trouver une échappatoire pourrait passer par une privatisation du lieu où se trouve le monument. L'idée fait son chemin. C'est quelque chose qui était programmé dans le cadre de la réhabilitation du Sacré-Cœur à Tenan.
on pourrait envisager que cet espace sera compris dans cet aménagement privé de ce Sacré-Cœur environnant. La municipalité dispose de 6 mois et sera soucieuse d'apaiser les esprits et qui s'échauffe aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, et nous accueillons pour débattre Jean-Sébastien Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de la Fédération nationale de la libre pensée. On écoute un peu tout ce qui se passe autour de cette polémique. Certains disent, voilà, la France, c'est 1500 ans de christianisme. Est-ce que finalement, c'est pas normal que des symboles chrétiens soient présents dans l'espace public? Non? Eh bien, c'est clairement interdit par la loi de 1905, par ton article 28. Donc vous êtes dans le formalisme, vous? Respect de la loi, rien que la loi? Oui, je suis dans le formalisme, si vous voulez. Mais c'est pour une bonne raison, c'est que cette loi, de mon point de vue, est une très bonne loi, qu'elle nous a assuré plus de 100 ans de paix religieuse, et qu'elle garantit à tout un chacun la liberté de conscience. Donc nous sommes effectivement des défenseurs. Je rappelle d'ailleurs que la libre pensée a été largement à l'origine de l'écriture et de l'adoption de la loi à travers des gens comme Ferdinand Buisson. Maël de Galland, la loi 1905, c'est une bonne loi ou êtes-vous plutôt du côté de Jean-Pierre Raffarin qui cette semaine tweetait, voilà, c'est absurde de vouloir séparer Jean-Paul II de sa croix? D'abord, il faut rappeler ce que c'est que cette loi de 1905. C'est effectivement la loi qui a garanti la paix religieuse en France. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les édifices qui ont été construits jusqu'en 1905, y compris dans le domaine public, je pense notamment à nos calvaires, moi, auxquels je suis très attaché, restent naturellement en place. Et elle dit qu'à partir de 1905, on peut continuer à mettre des croix dans l'espace privé autant qu'on veut, et dans l'espace public, on peut en mettre sur les églises, on peut en mettre dans les cimetières et dans les musées, en quelque sorte. Donc voilà ce que dit cette loi. Ça, c'est pour tous ceux, comme le monsieur du Front National que vous avez cité tout à l'heure, qui allait expliquer qu'on allait retirer les croix de Verdun. Une fois qu'on a dit ça, moi, je suis favorable à ce que la loi soit respectée. Elle a été dite, cette loi, par le Conseil d'État, donc je pense qu'elle doit s'appliquer. Mais vous, le chrétien engagé, vous l'avez dit, je suis un chrétien, j'ai la foi chrétienne. Est-ce que vous êtes un peu heurté par ce... Oui, non, mais ensuite, pour vous répondre... Donc moi, jusqu'au boutisme, on va dire. Je suis, moi, toujours pour que la loi soit respectée. Je rappelle aussi que le Conseil d'État a dit que les crèches étaient dans les espaces publics, étaient autorisées sous certaines conditions. Une fois que je dis ça, je voudrais ajouter qu'à chaque fois qu'on ravive une forme de sentiment anti-religieux, anti-chrétien, anti-catholique, comme le fait votre association, cher monsieur, non pas en l'espèce, mais au travers de toutes vos publications, on ravive cette espèce de guerre religieuse qui n'a pas fait de bien à la France. Alors c'est vous qui ravivez la guerre religieuse? Voyons. Je trouve c'est très habile d'essayer d'inverser l'accusation, mais ce n'est qu'une figure de rhétorique. Ah, je vous donnerai des exemples. Oui, tout à fait. Allez-y. Mais qui a ranimé le débat, sinon M. Ancelin, quand il a décidé, en toute connaissance de cause, parce qu'il connaît parfaitement l'article 28 de la loi de 1905, d'accepter cette croix, d'accepter la statue, en cachant par ailleurs à son conseil municipal qu'elle était surmontée d'une arche et d'une croix, parce que ça n'est jamais apparu dans aucun procès-verbal du conseil municipal, et donc la délibération en tant que telle, qui portait sur l'acceptation d'une statue, n'était pas attaquable. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures aujourd'hui? On va montrer une photo, c'est celle du Panthéon, qui est aujourd'hui un des lieux symboles de la République. Il y a une croix aujourd'hui au-dessus du Panthéon. Tout à fait. Et cette croix alors pourquoi on la laisse? Parce que cette croix n'est juridiquement pas attaquable, en ce sens qu'elle date d'avant 1905. Ça, c'est la stricte application de la loi. Par contre, mon association réclame à la mairie de Paris, depuis des années, et nous, à chaque délégation à la mairie de Paris, nous le rappelons, la laïcisation du Panthéon. Maël de Galland, proposition Nadine Morano cette semaine, d'inscrire aux côtés du principe de laïcité, le principe des racines chrétiennes pour la France. Moi, j'y suis pas favorable parce que autant je suis très attaché et très conscient que la France elle a des racines historiques qui sont nimbées de christianisme pendant 1500 ans. Enfin, depuis le baptême de Clovis, on va pas refaire l'histoire. L'histoire du christianisme et l'histoire de la France sont intrinsèquement liées. Mais j'ai pas envie de partir dans cette direction. Le général de Gaulle, quand il a écrit notre Constitution en 58, a écrit qu'elle était laïque, démocratique et sociale. Il n'a pas parlé des racines chrétiennes de la France. Et je souhaite pas, moi, que tous les textes juridiques soient l'occasion de cette polémique. Ce que je voudrais dire juste d'un mot, c'est que si on veut éviter que ne se rallume la guerre religieuse en France, il faut éviter les provocations. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que la loi 1905 doit être respectée à Ploërmel. Et si ce terrain peut être déclassé et transformé en terrain privé, c'est tant mieux. Mais je voudrais dire aussi que, encore une fois, votre combat, cher monsieur, il serait peut-être plus sincère si vous n'attaquiez pas
toutes les manifestations de la présence religieuse dans l'espace public, y compris quand elle est culturelle. Moi, j'ai vu sur votre site internet que vous étiez aussi contre la Vallée des Saints, qui a pourtant drainé dans le centre-Bretagne près de 600 000 visiteurs. J'ai vu que vous parliez de l'Église catholique comme d'une secte romaine. J'ai dit que... La réponse, il nous reste une minute avant la fin de ce débat. Pour finir d'un mot, que vous voulez, je cite, attaquer cette statue à coups de maillet. Donc je crois que tout ce qui... En gros, si Monsieur Pierre, vous êtes anticlérical et pas laïque. Ces dernières paroles sont strictement infaux. Elles sont sur votre site internet que j'ai consulté tout à l'heure. C'était une plaisanterie de l'auteur qui suggérait à Tsereteli, le sculpteur, qu'on pouvait lui prêter un maillet et un... Il n'empêche, sur les réseaux sociaux, il y a eu un phénomène irruptif, le fameux hashtag montre ta croix. Est-ce que ça vous a surpris, ce phénomène? On a vu beaucoup de personnes afficher, on va dire, leur foi chrétienne. Non, ça veut dire que le sentiment religieux est encore très présent en France. C'est vraiment très difficile de juger du sentiment religieux à partir d'un phénomène comme les tweets sur Internet. Tout le monde les fait comme il veut. Et j'ai eu la curiosité, bien entendu, de les voir et de les regarder. Je me suis aperçu que la totalité des figures qui sont postées par les hashtaggeurs qui ont contribué... Antérieures à la loi de 1905. Sont antérieures à la loi de 1905, dont ne sont strictement pas en cause dans cette affaire-là. Et ils essayent de faire croire que nous voulons démolir toutes les croix de... Ce qui n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, ça a été jugé en 1905. Merci beaucoup. Un pays ne se grandit pas quand il oublie ses racines. Donc, allez, c'est la fin de ce débat. Merci, on avance. Il nous reste 1 minute 12 avant la fin de l'émission. Merci beaucoup. Les racines au radis, cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Mel de Calan, nous arrivons à la conclusion de l'émission avec notre séquence « Et demain ». Et demain, que peut-il se passer pour vous? Et nous répondrons chaque semaine avec le dessin de Loïc Schwartz. Voici ce qu'il a préparé pour vous, Maël de Calan. Une évocation, bien sûr, du think tank La Boîte à idées que vous avez longtemps animé au sein de l'UMP. Voilà, il vous donne 3 possibilités. Créer votre start-up. Vous avez été directeur financier dans une start-up, donc pourquoi pas devenir patron d'entreprise. Rejoindre Édouard Philippe, un de vos proches, ou alors partir, faire un tour du monde à la voile que vous avez déjà testé à bord d'un Panouille, vous êtes un passionné de voile. Ouais. La solution qui serait la plus réaliste ou la plus favorable à votre équilibre personnel? Faire le tour du monde à la voile, mais avec ma femme cette fois-ci, parce que le premier, c'était tout seul. Et la plus probable, c'est de rejoindre le secteur privé, comme je l'ai fait au cours des dernières années, reprendre un job, et illustrer le fait qu'on peut faire de la politique tout en travaillant, comme tout le monde, dans le secteur privé, et ne pas être un professionnel de la politique. Merci beaucoup, Maël de Calan, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de campagne. Les adhérents choisiront leur président le 10 et 17 décembre prochain. Vous pouvez revoir cette émission en replay. La semaine prochaine, le Finistère encore à l'honneur. Nous recevrons la députée de La République En Marche de Quimper, Anne-Aïg Lemeur. C'est elle qui a battu aux dernières législatives l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoise. Restez avec nous tout de suite. L'édition de la mi-journée avec Fabrice Leroy. Passez tous un excellent dimanche.